Ah, bien le bonsoir, Moussaillon. J'attendais plus que toi pour commencer. Pose ta cape à l'entrée et viens te réchauffer. D'ordinaire, je te proposerais une belle hydromel, de quoi réchauffer son homme, mais au risque de paraître informel, je tiens à ce que tu goûtes un peu de mon rhum. Et voilà. Ça décape le gosier, hein? Bon, soyons sérieux, je sais ce qui t'amène. T'es venu te tailler le bout de gras, m'entendre pérorer, plastronner. Si, je sais que c'est ça. Mais t'en fais pas, je vais t'en donner pour ton argent. Je vais ni te voler, ni te flibuster. Juste causer de pirates et de corsaires, de trésors cachés, de mutineries scélérates, d'abordages en pleine mer. Alors garde bien en main cette bouteille de rhum, et prête attention, bonhomme, parce que ce soir, ton pote le tavernier a une histoire à te raconter. Ah, alors Black Flag, ça fait un moment que je vous l'avais promis cet épisode-là, pas vrai? Je vais vous raconter un truc, et vous me connaissez, c'est la pure vérité, j'ai pas pour habitude de raconter du chiquet ni de faire jouer les violents pour me faire mousser. Mais écoutez, quand j'ai allumé la console et relancé ma vieille partie, je dois dire que ça m'a fait quelque chose de me retrouver à nouveau à bord du Jackdaw, hein. Ce jeu, il me met une torgnole lourde d'une décennie dans la trombine, et après coup, je me retrouve émerveillé par ce qui m'entoure. Bah oui. Le poids des années est bien là, mais c'est pas pour autant que je fais grise mine. Les pirates, mes amis, les pirates. Qui sont-ils si ce n'est les vecteurs par lesquels passent les sensations d'ultime liberté imposées aux gamers? Un horizon des possibles s'offre à nous à la seconde même où nous rentrons, exténués du boulot ou des cours. On appuie alors sur un bouton, s'affiche sur notre vieille télévision des paysages tropicaux, laisse s'échapper par nos enceintes grésillantes des musiques si épiques qu'elles donnent envie d'empoigner sa télécommande et de sabrer l'air. Un coup, un autre, un coup, un autre. Nous y sommes, complètement immergés dans les eaux caribéennes. Cette dose d'adrénaline nous donne alors un coup de fouet, tandis qu'extasiés par un horizon d'aventure et de rapine, nous tenons la barre au capitaine Kenway. Fichtre, que j'adore ce jeu. J'espère que toi aussi d'ailleurs, et que tu lui fais honneur en ce moment, dégustant chez toi un festin divin, un agneau rôti au sel menu, du cerf mijoté dans le miel, une salade printanière, mais qu'importe, si tu cherches quelque chose de plus soft que le rhum pour faire glisser tout ça dans ton gosier, j'ai probablement ce qu'il te faudrait. Et oui Moussaillon, je vais te parler d'un breuvage spécial qui est entré dans la taverne par barrique de 100 tonneaux, les boissons Holy. Et non, tu rêves pas, il s'agit bien d'un placement produit, le premier de la chaîne, et j'en suis hyper content. Je suis hyper content que ça soit eux mes premiers partenaires, je suis tout excité, mais bon, on va se ressaisir et on va essayer de faire ça bien. Alors, professionnel. Tout d'abord, Holy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une marque qui a su aborder le marché des iced tea et des boissons énergisantes mieux qu'un pirate ne l'aurait fait. Holy propose 3 gammes de boissons qui sauront, j'en suis persuadé, étancher ta soif d'aventure et de décoction. En premier lieu, la gamme iced tea, les infusions rafraîchissantes qui te feront voguer vers des horizons exotiques, mention spéciale pour le citron vert, hein, d'ailleurs matcha et menthe, c'est mon préféré, j'ai même gardé le sachet pour te montrer, tiens, voilà. Ouais, voilà, comme ça, des petits zooms, des effets comme ça. Voilà, on va changer d'angle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a aussi la gamme énergie, des élixirs puissants pour te donner un coup de fouet durable sans coup de mou à la fin, parfait pour naviguer en toute sécurité. Et enfin, la gamme sportive hydration, un remontant hydratant pour maintenir ta vigueur de marin et te garder en pleine forme. Puis, elles ont d'autres avantages aussi. Déjà, comme elles sont toutes sous forme de sachet, elles évitent de fichtre en l'air 50 canettes en alu, c'est plus écologique. Ça fait du bien au moral, d'autant que t'auras pas de tracasser pour ta ligne. Dedans, tu retrouveras pas de sucre, pas de taurine, uniquement des arômes et des colorants naturels. C'est healthy à souhait. Healthy. Putain, comment on dit? Et si tu cherches un coup de fouet, la gamme énergie utilise de la New Caf, une caféine cristallisée qui te donne un effet plus long terme sans le crash post-caféine, plus efficace donc. Et j'avoue que pour monter cette vidéo, j'en ai un peu abusé. Donc le pack découverte, c'est la meilleure façon de t'initier à ces boissons. En plus, avec le code ALLWIN5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande et 10% de réduction sur tes autres commandes avec le code ALLWIN. Le lien est dans la description et la réduction déjà rentrée, donc voilà, il y a juste à cliquer. Eh oui, mais on se fout pas de ta gueule, on fait les choses bien. Alors la prochaine fois que tu veux trinquer à une victoire contre des flibustiers ou célébrer une chasse au trésor réussie, pense à Holy. À ta santé camarade et que les vents te soient toujours favorables. Le récit s'ouvre in medias res sur une scène de bataille navale entre 2 navires. Le titrage balance un nom moins épique, 1715 pour donner le ton, et là, chers amis, rien qu'à la lecture de cette date, sans être une voyante, on sait déjà qu'on va avoir notre bonne dose d'aventure. 1715, rendez-vous compte, on est en plein dans l'âge d'or de la piraterie, aux prémices pour être exact, l'âge des aventuriers et des marins chevronnés. Tiens, en parlant d'eux, on peut voir que notre héros a pas froid aux yeux. Le voilà qui s'improvise timonier et tente de manœuvrer du mieux qu'il peut pour échapper à la tempête et au navire qui essaie de l'écouler. Peine perdue puisqu'un petit stagiaire avait décidé d'entreposer tous les barils de poudre à l'endroit le plus exposé du bateau, et tout ce petit cocktail explosif est en train de prendre feu. Soudain, un homme encapuchonné bondit sur le capitaine du vaisseau qui se fait alors épingler comme un papillon. Notre vaillant héros est pas loin non plus d'y passer, mais l'explosion lui sauve la mise en même temps qu'elle le jette à l'eau.
Flashback, intérieur jour. Merde, je suis pas censé le dire. C'est dangereux Edward Être corsaire, c'est dangereux? Le récit s'interrompt donc par un flashback dans lequel Edward semble s'adresser à sa promise, Caroline. Il lui parle de faire fortune, d'avoir une vie décente, et pour ce faire, il a choisi la vie de corsaire. Tiens, d'ailleurs, je profite du flashback pour revenir un peu en arrière moi aussi, mais dans l'histoire avec un grand H cette fois-ci. Et bien sûr, pas celui de 3945. Démonétisé. Quand on parle de pirates, il y a logiquement plusieurs images qui défilent dans nos esprits. On pense forcément au capitaine Jack Sparrow, Flint et éventuellement le capitaine Phillips. Ce qu'il faut savoir, c'est que les corsaires, ce sont des pirates officiels. En temps de guerre, ils étaient autorisés par des lettres de marque ou de course à attaquer les bâtiments battant pavillon ennemi. Les pirates, eux, attaquent tout le monde, pourvu qu'il y ait de la maille à se faire. Après, si jamais vous voulez en savoir plus sur les pirates, je vous invite à visionner l'excellente vidéo du camarade Hero.com. Ça mange pas de pain. Donc là, Edward déclare en quelque sorte entrer au service du roi d'Angleterre. Sa compagne est naturellement inquiète, mais au moins il ne deviendra pas pirate. Si. Pour la santé, il est recommandé d'éviter de somnoler pendant une noyade. Se rappelant ses conseils avisés, Edward décide de regagner la rive. Exténué, il s'allonge sur un banc de sable et contemple le ciel bleu, heureux d'être en vie. À ses côtés, un homme curieusement accoutré pousse quelques râles. Il est vraisemblablement blessé et exténué. Mais n'est-ce pas lui qui a essayé de le tuer quelques minutes auparavant? Ouais, et puis il se mouche pas du coup, le drôle d'oiseau, parce qu'il demande à Edward de le conduire à la Havane en échange d'un gros paquet qu'il tient là. Un paquet d'or, hein, bien sûr. Mauvaise tactique. Dans Pirate accompli, Edward n'a saisi qu'une partie. Et tant pis s'il faut couper celle de son équivoque pour mettre la main sur ce butin. Parce que oui, ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il est totalement crédible, réaliste. Le gars lui propose de la bonne tunasse en échange de son service, mais il est à moitié en train de crever, alors pourquoi il y reste fatigué? Toi, tu t'imagines qu'il va accepter et l'accompagner, que ça fera un duo sympa le temps du prologue, une sorte d'odd couple? Eh ben non. C'est là où le jeu il est fort, c'est qu'il te met un stop. Edward a peut-être perdu son bateau, mais pas le nord, puisque l'autre semble avoir de la musique plein la profonde, du genre qui tintille et qui brille. Il se dit que ce serait pas bête de se servir. Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, sale anguille! Et là c'est génial. Parce qu'on se dit qu'il va laisser tomber, mais non, même pas, il lui court après ce harceleur. C'est pas pour lui demander un selfie, hein. C'est clairement pour l'arçonner et lui trouver la peau. Retenez bien, Edward à ce moment du récit, c'est un vrai sueur de chêne, un bâtisseur de cercueils, un faiseur de veuves, un gros salopard. Ok, on l'aime, mais on doit pas perdre ça de vue. Alors bon, il finit par le rattraper et l'assassine de sang-froid. J'insiste, hein. De sang-froid. Sur le cadavre encore chaud, il trouve une lettre adressée à un certain Duncan Walpole, par le gouverneur de la Havane. Torres. Dans la lettre, il est fait mention de quelque chose que doit absolument rapporter Duncan en échange d'une récompense généreuse. Edward a donc eu le nez creux en poursuivant cet étrange individu, puisque Torres semble le connaître que de nom, se fiant exclusivement à la tenue atypique que portait le Maccabée. Alors à votre avis, il va faire quoi le loustic? Bah oui, il va l'enfiler, toujours la tenue, et tenter de se faire passer pour celui qui vient à l'instant de suriner, parce qu'après tout, s'il y a une récompense à la clé, pourquoi se priver? Edward a pas fait 2 mètres avec ses nouvelles emplettes qu'il tombe sur une patrouille de la marine anglaise. Il s'en débarrasse aussi sec qu'un flyer sur le pare-brise d'une voiture et fait la connaissance d'un très infortuné marchand. Comme il a très envie de monter à bord de son schooner, il décide de jouer le jeu jusqu'au bout et de commencer à se faire passer pour celui dont le sang humide tache encore les vêtements. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ce joueur de pipeau! Quoi? Non, pas toi, pipeau. Ah. Paie-moi ce que tu me dois et rendors-toi. D'accord. N'empêche, je me demande comment il arrive à lui faire croire un mensonge aussi gros alors qu'il vient sous ses yeux de dégommer des agents de l'État. Il est pas supposé être au service de Sa Majesté? Enfin bon, l'autre se pose pas plus de questions que ça, alors écoutez, pourquoi pas, hein. Très content d'avoir trouvé pareil gogo, Edward/Duncan monte à bord et prend la barre. Direction la Havane, et on sent déjà le parfum de l'aventure se mêler aux embruns de l'océan, le sel marin nous coller à la peau, les zéphyrs nous caresser la couenne. On va vivre quelque chose d'épique et d'unique, on le sait. J'ai tellement hâte. Oh. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Putain, c'est quoi cette merde? Non mais sans déconner, c'est quoi ça? Une séquence dans le présent? Oh non, non, oh non, s'il vous plaît! Bon alors, si comme moi vous êtes largué, je vous la fais courte. Comme vous le savez, on est toujours dans l'univers d'Assassin's Creed, avec Abstergo, l'Animus, tout ça. Des choses qu'on a déjà évoquées dans la vidéo sur la saga Ezio. Sauf que là, l'entreprise Abstergo a lancé un nouveau programme de recherche, officiellement destiné à explorer la mémoire génétique dans le but de créer rien de moins qu'un jeu vidéo interactif sur le thème de la piraterie. Voilà, la mise en abîme elle est totale, royale même. Même Inception paraît maigrichon à côté du génie d'Ubisoft. Bon allez, c'est bon, je taquine un peu, mais faut avouer que si les séquences dans le présent ont jamais été le ciment qui assurait la solidité et la stabilité de la licence, elles étaient tout de même appréciables. L'histoire de Desmond, loin d'être aussi intéressante que celle de ses ancêtres, était tout de même infiniment plus palpitante qu'un walking simulator. Parce que oui, ne vous y trompez pas, dans ces séquences vous ne ferez rien à part hacker quelques ordinateurs pour le compte d'un mystérieux individu qui vous fera chanter comme un Lemmy Kilmister sous cocaïne. Oui, enfin comme un Lemmy Kilmister quoi. On a donc d'un côté les séquences d'abordage avec Edward et de l'autre les phases de piratage avec votre personnage. Tu me diras
dira au moins on reste dans le thème. Mais puis regardez-moi ça, sérieux, c'est quoi ce délire? Je comprends rien, je comprends pas ce que je fais, je sais même pas comment j'ai réussi. Je vais être honnête, je compte pas du tout continuer à parler de l'intrigue dans le présent. Pour moi, c'est très clairement indispensable à l'œuvre et c'est pas du tout quelque chose qui l'enrichit ou la complète. Bien au contraire. D'aucuns vont dire que je suis injuste, que je manque de respect aux matériaux de base. Sachez que j'en ai conscience et que je l'assume totalement. C'est comme pour la fin de l'histoire, que je vais sûrement accélérer parce que je trouve qu'elle traîne en longueur pour pas grand chose. Sur cette chaîne, retenez que c'est moi le timonier, moi qui tiens la barre, et je décide seul où on fera escale. En l'occurrence, je préfère vous emmener sur des rives beaucoup plus mystérieuses et opaques. Allez, faites-moi confiance avant de gueuler. Vous allez voir qu'on va s'amuser. Et pour ceux qui s'amusent pas et qui auront quand même envie de gueuler, bah allez gueuler dehors. Ah, ça c'est drôle, gros corneau. Bref, repartons vers l'horizon. Edward Kenway, ou Duncan Walpole de son nom d'emprunt, est enfin arrivé à destination. La quille du chôneur de Bonnet a glissé au gré du vent sur une mer d'huile et l'a emmené sans embûche à la Havane. Je voudrais attirer votre attention sur une réplique pas trop bête lancée par Sted Bonnet. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Là, on peut voir qu'Edward semble réfléchir, comme s'il passait en revue ses dernières années en mer. Parce que oui, il a raison, le Bonnet. Les nations européennes étaient en guerre il y a pas si longtemps. Cette guerre, que l'on nomma la guerre de succession d'Espagne, ou la Gallia... Non, je déconne. Je parle pas une brogue d'anglais. Bref, cette guerre a réellement existé et vous allez voir que c'est essentiel d'en parler pour tenter de comprendre comment le contexte historique a forgé les personnages. Alors par contre, les historiens, attachez-vous au mât du navire, bouchez-vous les oreilles et attendez que ça passe, parce que je vais tellement vulgariser que la vidéo risque de passer en Peggy 18. Pour le dire vite fait, à la fin de l'année 1700, c'est le vrai merdier. Ah oui, je vous avais dit qu'on allait vulgariser. Charles II, roi d'Espagne, meurt brusquement. Et il meurt sans héritier. Et ça, c'est plutôt emmerdant. Sitôt que la situation est annoncée, les nations du monde fondent sur l'occasion comme des oiseaux de proie lâchés dans un refuge de la SPA. Faut dire qu'ils étaient plutôt au taquet, les coquinous. Ils avaient anticipé que ça sentait le sapin auprès de Charles. Ah bah oui, le pauvre diable avait pléthore de soucis de santé depuis de très nombreuses années. Et ce fut presque un miracle qu'il ait tenu assez longtemps pour survivre au siècle précédent. Le premier à flairer l'aubaine est Louis XIV qui, conformément au testament laissé par feu le roi d'Espagne, décide de placer son petit-fils Philippe à la tête du pays. Voilà maintenant que la couronne espagnole a un Français comme monarque, et donc toute l'Europe se réjouit à l'idée d'une alliance dynastique entre la France et l'Espagne. Mais c'est bien sûr que non. Les autres nations manquent d'avaler leur cuillère. Vas-y, oulala, j'ai avalé ma cuillère. L'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Autriche et le Saint-Empire germanique ne tardent pas à entrer en guerre et ont bon espoir de flanquer un soufflet aux Français et aux Espagnols qui ont osé les coiffer au poteau. On guerroie, donc. Mais pas uniquement sur terre, on estourbille aussi en mer. Et c'est là, chers clients, la grande époque des corsaires. Même si, des corsaires, il y en a depuis bien longtemps. Comme expliqué précédemment, on donne à ces mercenaires des mers des lettres de marque ou lettres de course qui les autorisent à s'emparer des navires ennemis. On tire au canon, on aborde, on s'aborde, on vole, on pille, mais... légalement. C'est à ce moment que le bon vieux Edward prend la mer dans le but affiché de finir corsaire. Sauf qu'en 1813, avec le traité d'Utrecht, mettant fin à la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre, de nombreux corsaires comme Edward se retrouvent au chômage technique. Et à votre avis, ils font quoi ces gens-là? Ils arrêtent de voler, de piller, de naviguer? Bah non, ils savent faire que ça. Vient donc l'âge des légendes et des rêvasseries. L'âge d'or de la piraterie. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, de mercenaires, ils passent à brigands des mers. Ils deviennent pirates faute de mieux. C'est probablement cette voie-là qu'a choisi notre ami Kenway. Je tiens à remercier un ami à moi, très calé en histoire moderne, qui m'a pas mal aidé sur cette partie. Gros bisous baveux à lui, je lui offre un verre de mon rhum, comme ça pour une fois, et il en goûtera un bon. Ah, je sais que tu me détestes. D'ailleurs, j'en parle très rapidement, mais j'organise avec mon association cet été 2024 un jeu de rôle grandeur nature sur le thème de la piraterie. Si vous savez pas ce que c'est un grandeur nature, je vous invite à chercher un peu sur le net pour approfondir. Mais en gros, c'est un très gros jeu de rôle sur table, pour de vrai, sur quelques jours, costumé et tout. Si ça vous intéresse, je vous laisserai me contacter sur Instagram ou sur Discord. Voilà, c'est bon, j'en ai fini avec l'auto-promo. Oh, je suis trop fort. Oh, mais on a laissé Edward et Bonnet trop longtemps seuls, chers clients. Voilà qu'ils se battent comme des chiffonniers à la taverne du coin. Enfin là, pour le coup, c'est plus Edward qui joue les piliers de comptoir et fiche le bazar. Un matelot l'ayant reconnu, il décide de lui décrocher la mâchoire et s'assurer qu'il n'ira pas lui créer d'histoire. Bon, comme vous en doutez, il leur met à tous une sévère branlée, mais en voyant débarquer la maréchaussée, décide de se tirer. Non, sans laisser Sted Bonnet se démerder. Ça va que l'autre est pas trop rancunier, d'ailleurs la nature de leur relation me fait plutôt rire. Comment il fait pour pas voir qu'Edward est un gros bandit sans foi ni loi, et en plus, écoutez ce qu'il lui dit à ce moment. Prête-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Ah, c'est énorme. Il monnaie son sauvetage. J'adore Edward, il est fidèle à lui-même, il gratte tant qu'il peut gratter et fait pas spécialement d'efforts pour tenter de le cacher. Sauf dans cette scène où Bonnet, devant s'en aller, salue brièvement cet étrange oiseau de Duncan Walpole. Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah, on dirait qu'il s'y est finalement attaché, voire lié d'amitié. Autrement, pourquoi lui dire la vérité? Bien.
Pas le temps de s'y attarder, Edward se rend séance tenante chez le gouverneur, l'expéditeur de l'étrange lettre trouvée sur le Duncan Walpole originel. Malheureusement pour lui, Torres est occupé et en attendant, il doit faire montre de courtoisie auprès de ses autres invités, Julien Ducasse et Wood Rogers. Pas de souci pour lui, qui est aussi agile qu'une anguille, Edward sait très exactement quoi dire pour paraître au moins d'un rang plus élevé socialement qu'il ne l'est réellement, et ça a tout l'air de fonctionner sur eux. Il n'y voit que du feu. Ducasse, le français, finit même par lui offrir ses lames de poignet, les fameuses lames secrètes. Ah bah tiens, on a une nouvelle arme, alors pourquoi ne pas l'essayer? C'est très certainement ce que doivent se dire les deux fumiers, parce qu'à peine équipé, Edward se retrouve forcé de leur montrer enfin ses talents d'assassin. Ils ont même été jusqu'à fabriquer une petite arène d'entraînement en prévision. Ah mais c'est pas possible, en vrai sérieusement, ils se foutent de sa gueule, là c'est un bizutage, non? Que Satan m'emporte. Quelle méthode ingénieuse. Ouais bon ok c'est bon, là j'en suis sûr, ils se foutent de sa gueule. Et je me demande ce qu'ils doivent se dire entre eux d'ailleurs. Oui allez c'est bien, continuez. Oh pigeon, oh, putain. Le bizutage terminé, Edward se retrouve enfin nez à nez avec le gouverneur Torres. Il lui donne l'étrange objet en verre trouvé sur Duncan Walpole et se retrouve obligé d'assister à une curieuse réunion. Si ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Alors je sais que c'est un peu fumeux tout ça, mais pour résumer, Edward se retrouve malgré lui lié à une secte, celle des Templiers. Torres en est le grand maître, et souhaite que ses fidèles parviennent à localiser un endroit appelé l'Observatoire, capable de surveiller tout homme, en tout lieu, de donner à celui qui posséderait un pouvoir quasi divin. Bien sûr, à tout ça, Edward n'y comprend rien. Il emboîte timidement le pas à ses nouveaux frères et fait la connaissance de Roberts, un captif de Torres. Et ne vous y trompez pas, il ressemble certes à un pistolero échappé du Buffalo Grill, mais il est bien plus utile. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Donc ils ont besoin de son sang pour entrer dans cet observatoire, très bien, mais il n'empêche qu'ils cherchent toujours en vain, et qu'Edward, le pauvre Brooke qui espérait s'en mettre plein les fouilles, n'y pique toujours strictement rien. À la limite, ce qu'il comprend, c'est que le Roberts est en quelque sorte son gagne-pain, et quand la joyeuse troupe se fait chouriner par des assassins venus liquider le sage, Edward est bien déterminé à se mettre en travers de leur passage. Il file comme le vent à travers les bâtiments, et rattrape aussi sec Roberts, le ramenant par la peau du cou à Torres, persuadé de toucher enfin sa récompense bien méritée. Et à votre avis, on la lui donne? Eh bah oui, le Torres c'est pas un ingrat non plus, c'est loin d'être un auvergnat comme moi. Le pirate peut à présent payer à la taverne du coin sa meilleure tournée générale. Quoi? Il y a une tournée générale? Mais non. Mais alors, encore une fois, à votre avis, Edward est-il satisfait des réales qui sont tombés directement dans son escarcelle? Ah bah non. Là par contre non. Edward, éternel insatisfait, semble penser qu'il mérite plus, bien plus. Il ne peut se contenter de quelques piécettes. Il veut s'enrichir lui, encore et toujours, et il a un plan pour y parvenir. Alors oui, il espère trouver Roberts et le faire parler, mais le problème c'est que l'égérie des films de Sergio Leone s'est échappée. Il s'est fait la malle et il n'y a plus aucun moyen de le retrouver. Et le pire est à venir parce qu'Edward est désormais démasqué. La supercherie a été découverte à cause de sa gourmandise. Il aurait pu s'enrichir progressivement en continuant à se faire passer pour Walpole, mais il a préféré tenter le diable. Il s'est impatienté et le voilà désormais prisonnier. Au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole. À trop vouloir courir après les thunes, Edward n'en a désormais plus aucune, et le voilà maintenant enchaîné à côté d'un compadré d'infortune. Mais les deux compagnons n'ont pas l'intention de finir au ballon. Il suffit d'un regard pour se jauger, déterminer qu'ils sont dans la même trempe, ils enfilent donc une aux gardiens qui traînent par là, et après avoir rompu leur fer, entreprennent de libérer tous leurs confrères. Mais pas le temps de tergiverser. Ils ont du lait sur le feu, alors il leur faut trouver un brick. Dehors, en pleine tempête, Edward jette son dévolu sur un navire et le siffle aux espingouins sans aucun remords. Il leur faut maintenant tenir la barre et espérer que l'ouragan ne les emporte pas jusqu'au tréfonds de l'océan. Attention! Je la vois. Leur portée ne nous a pas ratés! Ils font feu, capitaine! Garde tes distances! Hashtag montage trop classe. Après ce petit périple en mer, les voilà sortis d'affaire. Edward fait donc part de ses intentions à son nouvel allié, lequel se nomme en réalité AD. Ah non, pas ça par pitié.
On va l'appeler par son nom complet, Adewale. Alors le gaillard, il est pas opposé à ce qu'Edward soit son capitaine, mais il aimerait autant partager l'autorité. On coupe donc la poire en deux, voire en quartier maître, puisque c'est ce qu'il est à présent, quartier maître du capitaine Kenway, s'il vous plaît. Les deux pirates se mettent en tête de mettre le cap sur Nassau grâce à leur nouveau brick flambant neuf et nouvellement baptisé le Jackdaw. Et le Jackdaw, je tiens à le dire, c'est presque un personnage à part entière dans Black Flag. Il a une âme, ce vaisseau. Voilà l'équipage du bateau qui accoste tranquillement à Nassau, repère de pirates. Et si ce n'est son fort, la ville ne souffre du poids d'aucune fortification. Tout est fait de bois, les tentes d'équipage parsèment le rivage, les cabanes de ses hôtes constellent la côte. Et une chose est certaine, c'est que les gars du Jackdaw ne sont pas les seuls pirates à Nassau. Edward y rencontre de vieilles connaissances, d'anciens collègues corsaires passés eux aussi à la piraterie à force de salaire de misère. Il leur fait part de son plan consistant à trouver l'observatoire, mais malheureusement pour lui, personne ne le prend au sérieux, hormis James Kidd, le rejeton du célèbre William Kidd. Comme l'Eldorado ou la fontaine de Jouvence. Qu'est-ce qu'on raconte? Que ce serait un tombeau ou un temple, et qu'un trésor y serait caché. Et je ne sais pas vous, mais à peine ai-je entrevu ce personnage pour la première fois que j'ai directement compris une chose à son sujet. Non, vous l'avez pas? Ouais, ça fait rien, vous verrez. Avec ses capitaines pirates, Edward caresse l'espoir de créer une confédération, une république pirate, libre des lois, libre de sa majesté, entièrement démocratique. Ainsi évoque-t-il pille et combat à leur côté. Et quel plaisir d'emboîter le pas à ces légendes ressuscitées. Tout d'abord, il y a Hornigold, pour le mentionner. Dandy anglais refusant catégoriquement d'attaquer ses pairs, jetant son dévolu sur les Espagnols aux poches bien remplies. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Oh nom de Dieu. C'est raciste. Mais comme c'est des Espagnols, c'est pas grave. Et du coup, c'est drôle. Et on a le droit de rire. Il y a aussi Ed Thatch, que vous connaissez sous un autre nom. Un capitaine, un poil bougon. Sûr de lui et charismatique comme pas deux. L'un des seuls qui voit un peu plus loin que son Tador. S'ensuit très vite l'arrivée des deux autres pirates notoires. Le très coquet Jack Rackham et l'irascible Charles Vane. Hé, c'est quoi ce regard? Je te plais, c'est ça? Et voilà, qu'est-ce que c'est con. Tout ce beau monde est venu à Nassau pour se tailler une part de roi, flairer les navires marchands et les délester de leurs précieuses cargaisons. Mais parmi ces forbans, une seule personne est vraiment à part. Un seul capitaine fait se poser à Edward des problèmes de conscience. James Kidd. Plutôt maigrelet, le garçon n'est pas pour autant un faiblard. Courageux comme 10 hommes, il montre peu à peu à Edward le chemin qu'il devrait emprunter. Apporter la lumière plutôt que l'obscurité. Brièvement, Kidd fait se détourner Edward des pillages et l'entraîne dans son sillage. Il l'introduit à l'ordre des assassins, la secte dont Edward s'était servi pour revêtir son imposture, en même temps que la tenue de Walpole. Il doit maintenant en répondre auprès du mentor caribéen, Atabai, et lui expliquer les raisons de sa forfaiture. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme, mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Non mais c'est, écoutez-le, s'enrichir comme toujours, envers et contre tout. Peu importe s'il y a de la casse, si des gens souffrent autour, peu importe ce qu'il en coûte, Edward doit s'enrichir, il s'en est fait la promesse avant la guerre, il ne rentrera jamais en Angleterre à peine moins désargenté qu'il l'eût été. Le mal de l'or, l'avarice sera, retenez-le bien, la pelle qui creusera elle-même le tombeau d'Edward et des siens. Et même lorsque Kidd tente de lui enseigner les grands principes de l'ordre, Edward semble les comprendre, mais de travers, comme ça l'arrange. Il applaudit la célèbre tirade souvent employée par Ezio, rien n'est vrai, tout est permis, tout en s'imaginant que si tout est permis, alors toutes les saloperies possibles sont aussi, pourvu qu'elles servent ses intérêts à lui. Kidd est abattu devant tant d'égoïsme et d'égocentrisme, mais au moins le voilà prévenu, et comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux. Ah, un homme, vraiment? T'es prêt? Tu ne t'appelles pas James, hein? Moi, je me rappelle que j'avais été choqué par le reveal, mais qu'à moitié je dirais. J'avais un petit doute dès le début et je suis plutôt content qu'Ubisoft ait introduit de cette manière ce personnage, parce que, amateur de pirates, il se pourrait que le nom de cette demoiselle ne vous soit pas inconnu. J'ai perdu 2 hommes en quelque sorte aujourd'hui. Alors, quel est ton vrai nom, ma jolie? Mary Reed, pour ma mère. Ainsi que mes vrais amis. Mais si tu révèles ce nom à quiconque, tu diras adieu à ce qui fait de toi un homme. Ce qui fait de lui un homme. Son compte Steam, elle parle de ça. En tout cas, cher Mary Reed, pas d'inquiétude à avoir. Edward a d'autres problèmes en tête, et si vous voulez mon humble avis, c'est à partir de ce moment précis que les choses se sont gâtées pour lui. Après 3 années à davantage s'enquiller des rom flips que discuter politique, ce qui devait arriver arriva. Nassau est une ruine où il fait certes bon vivre, mais une ruine quand même. C'est à peine si la république pirate d'Edward tient debout. En plus, une rumeur enfle, une rumeur selon laquelle une flotte de guerre aurait quitté l'Angleterre, avec dans ses cales suffisamment de soldats pour mettre à sac Nassau 2 ou 3 fois. Mais ce n'est pas l'unique solution envisagée, on parle
parle aussi de promesses de grâce, du pardon royal pour les pirates se décidant enfin à se soumettre. Edward est loin de vouloir mettre un genou à terre devant le roi George. C'est un esprit libre, lui, tout comme les Barbes Noires. Tu Hornigold, un pirate devrait pas avoir honte de sa vraie nature. Ah, il préfère la prudence au canon. La prudence vaut rien sans charisme. Quand on passe pour un crétin, seuls les crétins obéissent. Mais si tu passes pour le diable, tout le monde se soumet. Ah, Barbe Noire et ses citations. Chacune de ces répliques en est une. Je crois pouvoir avancer, d'ailleurs, sans trop me mettre en danger, que c'est sans nul doute l'un des personnages d'Assassin's Creed qui est le mieux travaillé. Je l'adore. Et on le sent un peu paternel et protecteur vis-à-vis d'Edward. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un matelot, notre fameux Bonnet, à qui la vie de pirate a finalement plu. Barbe Noire finit d'ailleurs par lui donner congé, parce qu'on peut s'imaginer qu'il est plus adroit avec une plume qu'un pistolet, et adresse une dernière fois ses remerciements à Edward. Plus que des remerciements, en fait, écoutez ce qu'il lui dit. Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié. Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année. Merci, mon ami. Et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire. Ah, ça me fait quand même un peu quelque chose parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les gens se bonifient tous au contact d'Edward. Il a cet on ne sait quoi qui pousse les gens qui le côtoient à se surpasser, à s'améliorer. Mais à chaque fois, Edward finit par tout gâcher. La faute à sa soif de richesse qui le pousse à dépasser ceux qu'il avait pourtant réussi à tirer derrière lui. C'est évidemment le cas avec Caroline, qu'il a pratiquement abandonné, lui préférant son rêve de richesse. Et j'aurais 1000 fois aimé que le jeu s'arrête sur cet au revoir avec Bonnet. J'aurais 1000 fois préféré qu'un happy end se joue ici, chacun reprenant sa vie comme elle l'était. Nous aurions pu nous imaginer le reste, mais non, c'est à ce moment précis que, pour moi, les choses prennent une autre tournure, et qu'Edward s'apprête à connaître une longue traversée, non pas du désert, mais des enfers, une catabase comme il n'en a jamais connue. Tout commence pourtant par une belle matinée. Edward écrit une lettre, tandis qu'Anne Bonny, autre figure légendaire de la piraterie, écoute distraitement Jack Rackham dispenser ses enseignements philosophiques. Faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, monsieur Rackham? Si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta Ah, il parle de pénis. C'est rigolo, rigolez. Mais pas le temps de se marrer, on va être censuré. Un coup de canon est tiré... Ah, mais d'accord, je suis rassuré du coup. Enfin, rassuré, Edward ne l'est pas pour longtemps. Le nouvellement élu gouverneur Woodes Rogers a établi un blocus sur Nassau. Personne ne doit rentrer, ni même sortir. Aucun pirate surtout. Il est là pour rétablir l'ordre et diriger cet endroit d'une main de fer. Il s'entretient alors avec les capitaines les plus influents de l'île. Vane, Hornigold, et bon, il y a Rackham, ok, mais j'imagine que c'est parce que Barbe Noire pouvait pas être présent. Il est question d'une grâce, accordée à chaque pirate qui accepte de se repentir pour ses crimes. Hornigold, toujours fidèle à la couronne depuis les débuts de ses activités, refusant d'attaquer les navires battant le pavillon britannique, est le premier à quitter le navire, si je puis dire. Cette promesse de grâce tombe on ne peut mieux pour lui. Mais Charles Vane n'est pas de cet avis. Hornigold est donc le premier à partir, le premier à trahir ses frères. Et comment lui en vouloir en même temps? Cette république, voulue la plus démocratique possible, est devenue en 2 ans seulement un lupanar à ciel ouvert, où les déjections se mêlent à la poussière et le sang. Et pardon de m'interrompre moi-même, mais qu'est-ce que j'adore les mimiques de Rackham en arrière-plan qui glisse un doigt d'honneur dans le plus grand des calmes. C'est un régal. Bon ok, les pirates sont bloqués, fait comme des rats. Mais Edward a une solution. À coquiner à Charles Vane et Rackham, il décide de forcer le blocus, en chargeant suffisamment de poudre dans une goélette pour en faire un brûlot. Je veux pas dire de conneries au fait, mais de mémoire, je crois que c'est ce que le vrai Charles Vane a fait lui aussi historiquement pour sortir de cette nasse. Tous ces petits préparatifs avancent, ils n'auront pas le droit à l'erreur, et logiquement, tout le monde est aussi tendu qu'un grelin. Tu choisis de fumer ici, crétin! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes. Lâche-moi, malade. Tu m'as assez cogné. Bon, cette scène aura sa petite importance plus tard, et vous verrez comment. Mais juste, j'adore comment il reprend sa conversation comme si de rien n'était, c'est à crever de rire, avec la tête d'Edward là, complètement choc-barre. Bon alors ils finissent par forcer le blocus, l'opération réussit brillamment, et les voilà hors d'atteinte. Vous croyez? Le Jackdaw jette l'ancre dans un port, plus loin, histoire d'inhiber leur frustration et leurs espoirs envolés avec un peu de rhum. Après une sévère cuite, Edward se réveille juste au moment d'apercevoir James Kidd, ou Mary Read, comme vous préférez. Cette dernière lui fait une nouvelle fois la morale. À présent que la République pirate a pris un sérieux coup dans les guibolles, elle espérait le ramener à la raison, l'aiguiller vers une cause plus juste et moins chaotique, mais Edward semble résolument décidé à vivre comme il l'entend, dans l'ivresse et la richesse, peu ou prou. Edward et son équipage prennent alors le large, l'objectif est de retrouver Barbe Noire, Thatch n'a pas eu vent des événements de Nassau, et il espère le rallier à la raison en vue de leur prochaine contre-attaque. Cependant, cette idée n'est pas au goût du vieux briscard qui caresse l'espoir de prendre définitivement sa retraite et déposer son tricorne de capitaine. Edward n'essaie même pas de l'en dissuader d'ailleurs, il a trop d'estime pour son mentor, il sait que c'est déjà la fin d'un âge qui se profile à l'horizon. Les deux brigands ont l'intention de fêter ça comme on l'entend, c'est-à-dire avec beaucoup de rhum. Allez, tournée générale. Ah non, pas vous, arrêtez. Quelque chose ne va pas. Edward flaire dans l'air une odeur de complot. Il prend en filature un matelot conspirant avec les Anglais, et lorsqu'il comprend enfin les intentions des transfuges, il est trop tard. Le port est pris d'assaut par une flotte de guerre. Historiquement, je crois qu'il s'agit de la flotte du capitaine Ménard d'ailleurs, mais il n'apparaît pas dans le jeu.
qu'il en soit, Edward rejoint Thatch au plus vite. La panique règne sur le pont. Barbe Noire est tombée dans un piège des Anglais. Il faut à tout prix sortir de cette nasse, où tout sera fini. Edward le rejoint, non sans mal, et parvient à neutraliser le gros de la flotte. Mais une fois l'abordage lancé, c'est une autre paire de manches qui s'annonce. Barbe Noire se bat comme un beau diable, mais il est très vite débordé, d'autant que les marins ne lui laissent aucun répit. Coup de pistolet, coup de sabre, le marchand de mort subite Ed Thatch goûte à son propre commerce, tandis qu'Edward, impuissant, voit son ami, son frère, son mentor se faire tailler en pièces. On aurait pu être des héros! Poussé in extremis à l'eau, Edward regagne le cœur en peine son Jackdaw. Ce n'est que par miracle qu'il réchappa à ce massacre. À la question d'Adewale, où est donc passé le capitaine Thatch, Edward a cette réplique monstrueuse, glaçante, épique, terrifiante. Il boit en compagnie du diable. Ainsi, l'océan a fini par rappeler à lui l'un de ses plus illustres enfants, un homme si effrayant qu'on le croyait réellement malveillant. Rien n'était moins vrai cependant, car Thatch, armé de sa seule assurance, savait ô combien compter les apparences. Il était déjà trop tard lorsqu'il renonça finalement à la fortune, mais comme il le disait si bien... Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde... ou chez Neptune. La suite des aventures n'est pas plus heureuse. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'immédiatement après, tout devient terne et gris dans le monde de la piraterie. Edward apprend à Charles Vane la mort de Barbe Noire, tous deux voient une ombre passer sous leurs yeux, ils tombent les uns après les autres. Et si le seigneur des mers, l'illustre Barbe Noire, a rejoint les tréfonds, alors aucun d'eux n'est à l'abri en vérité. Vane et Kenway décident donc de s'associer pour découvrir l'observatoire et s'enrichir. Lancés sur la piste du Princess, un navire faisant de l'esclavage son fonds de commerce, comme son nom ne l'indique pas, ils sont sur le point de débusquer le sage, Roberts, lorsqu'une mutinerie éclate dans les rangs de Vane. Rackham, qui n'a vraisemblablement pas apprécié sa petite calotte assénée sur la plage, est à l'origine de cette forfaiture. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes. Ligotez-les! Selon la tradition, Charles Vane est destitué et abandonné sur une île déserte en compagnie d'Edward. Marronnés de la sorte, les deux pirates nourrissent à l'égard de l'autre une rancœur terrible. Spécialement Charles Vane qui perd de surcroît l'esprit et tente de tuer son compagnon de rapine. Bon, et là j'avoue que c'est dramatique parce que ça part un peu loin quand même. Surtout quand on pense qu'à la base, c'est pour une histoire de crabe. Regardez, il est quand même en train d'essayer de lui exploser la gueule à coups de grenade, hein. C'est quand même un peu chaud ce qu'il fait le capitaine Vane, enfin le capitaine Krabs. Fort heureusement, Edward lui assène une salade de phalanges assez costaude et parvient à le neutraliser. On sent d'ailleurs notre héros écœuré par ce qu'il voit, un homme dévoré par l'ambition, obnubilé par la violence et la vengeance, au point que sa haine et son ambition ont tout consumé de l'homme qu'il était, et qu'Edward pourrait devenir, s'il ne fait pas attention. Mais pensez-vous que ça le fera réfléchir, se remettre en question? Bien sûr que non! Son équipage finit par le retrouver et le mettre dans le même temps la main sur ce vaurien de Rackham. La liste des seigneurs des sept mers encore actifs s'amenuit à mesure que le temps passe, mais notre héros, têtu comme une rascasse, n'en tire aucune leçon. Ce sont tout au plus des contretemps. Il est toujours décidé à remettre la main sur cet observatoire, pour lui et pour lui seul. Faut que vous compreniez qu'à ce stade, on est presque à la fin du jeu, et Edward n'a eu aucun comportement héroïque jusqu'ici. Tout ce qu'il a fait, depuis le début, c'était pour lui seul. Et écoutez un peu ce qu'il dit à Marie qui essaie de lui faire entendre raison. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Eh oui, elle a raison. Toutes les croyances d'Edward reposent sur des chimères désormais. Il a quitté une vie honnête avec sa femme Caroline pour voguer sur des mers, s'enrichir. Et il y est parvenu, mais tout ceci ne le contentait toujours pas. Il lui fallait plus. Alors il devint l'un des maîtres de Nassau. Mais très vite, cette existence finit par l'ennuyer. Et il revint à son objectif premier, devenir le plus riche possible. Et cela passait par l'observatoire, par le sentiment de toute puissance qu'il lui inspirait et lui conférerait. À partir de là, j'aimerais accélérer, parce que l'histoire de Black Flag, malgré sa superbe, connaît quelques insupportables ventre mou durant son déroulé. Qu'au mieux j'essaie de camoufler, qu'au pire je tente de passer. D'ailleurs, c'est un peu la maladie des jeux Ubisoft, ils sont tous plus ou moins cool, mais il y a des grands moments où ça tire un peu sur la corde. Et là, c'est spécialement le cas. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc pour résumer, Edward finit par retrouver Bartholomew Roberts, un meneur d'hommes, haut en couleur, presque cabotineur. Il est le sage, le seul à savoir où se trouve l'observatoire. L'observatoire qui quoi? Pour ceux du fond qui suivent pas? Qui permettent d'observer les étoiles et les... Oui, c'est ça, la technologie des précurseurs qui permet d'être quasiment omniscient. Voilà, bravo. Autrement dit, avec ça, on peut te voir partout, en tout lieu et en tout temps. Oui, même là. Oui, même quand tu fais ça. Surtout quand tu fais ça. Alors sans surprise, les deux gredins finissent par s'allier. Bien qu'Adewale recommande à Edward de prévenir les assassins et de les laisser gérer. Peine perdue, Edward est allé trop loin pour se permettre d'abandonner maintenant. Trop loin, et en même temps, il n'a jamais été aussi loin dans le crime. Poursuivi par Hornigold et sa flotte, le capitaine Kenway n'a d'autre choix que le ranger à l'honneur. Il envoie son navire par le fond et traque le transfuge Hornigold jusque dans la jungle, où il finit par le cueillir.
Mortifié d'avoir été contraint au meurtre par ce vieux frère que désormais il abjure, Edward crache au visage ses ultimes injures. La panse trouée, Hornigold n'a cependant rien perdu de son coffre et de sa verve. Dans un ultime effort, il lui oppose une sentence proverbiale et prophétique. Mais si tu poursuis aveuglément sur ce chemin, tu découvriras que tu es le dernier à le suivre. Et retenez bien ces mots, chers clients, car en attendant, la liste continue de rétrécir. Roberts emmène Edward jusqu'à l'observatoire, lui fait découvrir ses mystères, répond à ses interrogations, lui montre son fonctionnement. Le capitaine Kenway est aux anges, ainsi, il n'a pas fait ça en vain. Il n'a pas seulement cru à de stupides contes de fées, comme Vane le pensait. Il va pouvoir régner sur les océans, devenir le maître des merdes. Masse. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert. Robert finit par le trahir. À qui l'eût cru? Emprisonné en Jamaïque, Edward voit tous ses rêves de richesse s'estomper. Pris dans cette cage en fer, comme un oiseau enfermé, il a eu le temps de cogiter. Il a même assisté au procès de Mary Read et Anne Bonny, capturées toutes deux par les autorités en place. C'est ce qui amène justement à Tabaï, le mentor des assassins. Il est venu délivrer les deux pirates, mais a pour ce faire besoin de l'aide d'Edward. Bien qu'il en a été peu digne jusqu'ici, l'équipe de ses lames secrètes et lui confie la mission d'escorter les captives jusqu'à une embarcation. Malheureusement, le sort s'acharne sur Edward. Condamné à voir ses proches souffrir et dépérir devant ses yeux, il assiste, impuissant, à l'agonie de Marie, ravagée par une maladie contractée pendant sa captivité. Marie? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Ainsi disparaît avec Marie l'un des derniers grands pirates qu'aura connu le capitaine Kenway. Le voici donc, comme prophétisé par Hornigold, seul, sur un chemin qu'il s'est borné à emprunter. Son premier mouvement est alors de trouver du réconfort en bouteille, écumer les tavernes des Caraïbes comme il écuma jadis les mers des Indes occidentales. Et ses rêves embrumés par le rhum lui révèlent des spectres du passé, des fantômes en colère, sortis tout droit des enfers, lui reprochant son avarice, la destruction qu'il semait tout autour de lui tandis qu'auraient pu germer les graines d'une vie paisible et sans heurts. De petite vertu. Un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Pas plus de 2 ans. Tu me l'avais promis. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi. Tu détruis tout alors que tu pourrais construire. Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais. Laissez-moi tranquille. Tu dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. Adé est le premier à le retrouver. Il rend au capitaine Kenway son bon vieux Jackdaw, mais lui tourne le dos. Il ne combattra plus à ses côtés. Il a trop donné. Il préfère rallier la cause des assassins, adopter leur credo. Il ne lui reste donc plus personne. Il a tout perdu. Il ne lui reste plus aucun vestige du passé. Plus aucun de ceux qu'il a connus. Plus personne sauf Anne. Marie, Rackham, Satch et tous les autres, c'était des brutes. Mais il me manque tant. Edward prend alors pleinement conscience de ce qu'il a perdu. Son unique quête, à présent, est celle de la rédemption. Mais avant de trouver la paix, il lui reste quelques besognes à accomplir, quelques personnes à estourbir. Roberts, Torres, ils n'étaient que les deux faces d'une même pièce. Tous les deux voulaient s'approprier l'observatoire pour leur propre compte, s'enrichir, contrôler, assujettir. Et avant qu'il n'eût commencé, Edward mit définitivement fin à leur chimère passée. Quant à toi, Edward, as-tu trouvé la paix que tu cherchais? Je n'ai pas autant d'ambition. Pour moi, la paix n'est qu'un moment confus entre deux guerres. Tu es un vrai stoïque. Peut-être me suis-je trompé à ton sujet. Tu aimerais voir le genre humain réuni dans une jolie petite prison, sans âme et sans cœur, pour mieux le contrôler et le priver de toute passion. Alors oui, après tout ce que j'ai pu voir et apprendre ces dernières années, je le pense. Tu assumes tes convictions avec foi. Tu as changé. L'épilogue des aventures du capitaine Kenway se conclut par une réconciliation avec les assassins. Edward a fait sceller l'observatoire et l'a mis en sécurité. Atabaï ainsi qu'Adewale lui ont pardonné ses offenses passées. Il doit cependant rentrer en Angleterre. Anne lui adresse un adieu déchirant et entonne un chant non moins émouvant. Et j'aimerais pouvoir la diffuser en entière sans risque de me faire striker, parce que c'est l'une des plus belles scènes du jeu vidéo. Alors je vais tenter de vous la décrire. De cette chanson émergent des souvenirs du passé. Non plus des spectres grinçants et en colère, mais des visages amicaux, vestiges d'un temps glorieux, d'un âge révolu. Bonnet, Hornigold, Vane, Marie, Thatch,
et même Rackham. Il lui semble les voir tous, une dernière fois. Leurs yeux brillent d'un éclat, d'un feu intérieur, un sourire de paix, empreint de douceur. Ils sont là, immortels, dans l'étreinte du passé, des affres de la vie, de la crainte de la mort, à jamais délivrés. Assis à cette table, dans l'ombre bienveillante, les esprits s'unissent d'une présence résonnante. Ils n'ont pas disparu et vivent dans son cœur, guidant ses pas, chassant ses peurs. Une poignée de fleurs en main, Edward avance jusqu'au port lentement, le regard flottant. On pourrait croire qu'il les porte à Caroline, sa bien-aimée longtemps perdue, mais là, une jeune fille attend, les yeux emplis de mystère. Dans ses prunelles un reflet, un air familier. Ses cheveux blonds flottent dans la brise légère. Son regard croise le sien, on y perçoit une innocence sincère. Seigneur, doit penser Edward, qu'elle ressemble à sa mère. Je me souviens des Caraïbes, leurs éclats. Océan azur, plage et cieux sans tracas, sans palmiers se balançant au rythme des vents, tonnerre et éclairs sous les tropiques brûlants, pirates et trésors hantaient ces eaux dorées, d'or et de gloire dans les rumeurs murmurées. Les Caraïbes, paradis des flibustiers, où liberté et aventure sont gravées. Je me souviens du Jackdaw, fier vaisseau des mers, sous ses voiles blanches, ployant sous les rafales, défiant les maelstroms et puis les éclairs, de Charleston jusqu'aux rives de Port-Royal. Je me souviens de la cloche et des profondeurs, le silence des eaux dans les noirs abîmes, descendant lentement, sans langueur et sans peur, vers des trésors cachés, vers des lueurs infimes. Je me souviens de ces héros, hauts en couleur, Thatch, terrifiant, jouant un rôle éclatant, Vane, colère vaine et esprit baroudeur, Mary Read, femme enflammée et cœur bienveillant. Bienveillant, il eussent été si seulement cette société était dépourvue d'or. Or, elle en avait trop, de la cale au gréement, cette appétence leur vaut d'aborder la mort. Je me souviens d'Edward, pirate au cœur ardent. Il croyait gagner gloire, trésor et richesse, naviguant tant à l'abri des vents et du temps, mais perdit ses amis, emporté par l'ivresse. Au bout du monde, il trouva la rédemption, mais bien trop tard, hélas, pour effacer le mal. Son cœur lourd de regrets, à court de passion. Dans les yeux d'une fille, un amour filial. Derrière lui, une vie remplie d'aventures. Et je dois dire que j'ai aimé sa tournure. J'espère qu'il en est de même, pour toi qui m'écoutes, tranquillement assis. Ça t'a plu à toi aussi? Bon, et ben encore une fois, j'ai voulu faire court et je me retrouve à faire un truc de 40 ou 50 minutes, je sais pas combien de temps ça va durer, mais si t'es resté jusqu'au bout, et ben je te tire mon tricorne et je te tire une bordée. Fichtre, t'es sacrément motivé. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin, mais comme d'habitude, on va prendre un petit moment pour discuter, et si jamais t'as envie de t'en aller, il te suffira de poser ta chopine, et je te souhaiterai alors une excellente soirée. Merci d'être passé. Pour ceux qui sont restés, ce serait génial d'avoir votre avis sur ce qu'on vient de voir et d'écouter. Je sais qu'il y a une grosse communauté Assassin's Creed Black Flag, et c'est plus qu'évident, c'est le genre de jeu qui marque sa génération, et même 10 ans après, c'est toujours aussi kiffant. D'ailleurs, je vous cache pas qu'après la sortie de cette vidéo, je crois que je vais le platiner. Ouais, je suis pas du genre à platiner les jeux, mais lui il me donne bien envie. Alors pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, je vous en avais parlé, vous savez, j'étais un gros fan de la saga Ezio, et ça m'a complètement écœuré à l'époque de trouver sous le sapin Assassin's Creed 3 avec Connor. Et ouais... Alors j'étais fâché de la licence jusqu'à Origins, mais depuis j'ai tout rattrapé. La dernière fois je vous ai parlé de The Last of Us et ça a eu l'air de beaucoup vous plaire, alors je suis aux anges. Comme d'habitude je vous recommande d'aller vous abonner à la page Instagram, parce que c'est là où je communique toutes mes infos et que si jamais ma chaîne YouTube se fait sauter, bah c'est là que vous pourrez me retrouver. Rejoindre la taverne sur le Discord, et si vous désirez me soutenir, il y a le Patreon que j'ai mis en place. Moi ça me permet d'acheter du vrai matos, et vous en contrepartie vous avez les vidéos 24 heures avant, alors c'est plutôt bénef. J'espère que ce premier sponsoring vous aura plu, j'ose penser que ça vous a pas mis de travers, au contraire, je pense que celles et ceux qui me veulent du bien savent qu'il faut en passer par là, non pas pour s'enrichir comme Edward, mais pour améliorer la qualité du matériel. Quand je dis que j'enregistre dans un placard, c'est pas pour me la jouer Harry Potter de YouTube, c'est vraiment une réalité. Hein. Je sais pas si vous entendez le bruit des vêtements. Merde. Le bazar il tient avec 3 bouts de ficelle. Alors peut-être que petit à petit, ce genre de sponsor me permettra d'améliorer la taverne et de contribuer à ce que j'ai envie de faire. Je remercie donc Holly parce qu'ils ont été géniaux et très arrangeants pour la sortie de cette vidéo. Honnêtement, je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Black Flag c'était un sacré morceau mes corneaux. Alors je crois que votre tavernier il va aller se reposer pendant un moment. En attendant, chères aventurières, chers aventuriers, passez une belle soirée, reprenez votre manteau à l'entrée et j'espère vous voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix, la prochaine fois, vous voir revenir chez moi.